Bon, j'étais venu faire rapport au Premier ministre sur deux catastrophes. Nous avons connu l'incendie à Bukavu il y a 2 jours et 50 maisons ont été décimées. Il y a environ 1500 personnes qui sont sans abri. Il fallait faire rapport, avoir la directive pour pouvoir intervenir rapidement pour soulager un peu la misère de ses compatriotes. Mais aussi, on devait échanger autour de l'accident qu'on a connu cette nuit, et déraillement au niveau de Tanganyika, tout près de la localité Maïbaridi. Et là aussi, c'était question de voir comment est-ce qu'on peut intervenir pour assister les familles éprouvées, mais aussi soigner des blessés. Alors, j'ai reçu une directive précise. Je pense que je vais me rendre sur les lieux pour pouvoir assister toutes ces personnes. Dans le bilan, il y a eu beaucoup de versions, mais nous avons la version des dirigeants de la SNCC qui fait état de 15 morts, puis une trentaine de blessés. Ce n'est pas 50 morts, comme c'était dit le matin par diverses sources. Le gouvernement provincial du Tanganyika tient à vous informer de l'accident d'un train marchandise qui venait en Calémie en provenance de Kindu, dans la province du Maniema. Survenu ce jeudi 12 septembre 2019 aux environs de 6 heures du matin. Ce déraillement a eu lieu au village Kilima, à quelques 15 km de Nyemba, sur la voie ferrée. C'est entre kilomètres 605, 606, entre Benze et Nyemba, laissant au passage quelques morts et plusieurs blessés, dont nous attendons ici les bilans statistiques ici de nos services techniques dépêchés sur terrain. Le gouverneur de province, Zoé Kabila Mwanzambala, qui se trouvait en mission à Lubumbashi, a jugé bon d'écourter son séjour pour regagner sitôt son fief pour des dispositions de prise en charge des blessés et des obsèques de ceux qui n'ont pas survécu à cet accident. Le chef de l'exécutif provincial a présenté ses condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées et son souhait de prompte guérison à tous les blessés de cet accident. Du plateau technique fait au Premier ministre Ilunga Ilunkamba ce jeudi concernant la poursuite des travaux de construction des routes amorcés dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. Il se dégage quelques impératifs à résoudre dans l'urgence, selon le vice-premier ministre, ministre des ITPR, Willingo Pos. On devait activer la chaîne de la dépense pour compléter la partie de l'argent qu'il fallait mettre encore à la disposition des services qui ont commencé, les travaux sur la voirie, afin de rendre la circulation fluide comme nous avons dit. Nous pouvons dire à cette date que nous nous sommes mis d'accord pour des montants précis à donner à l'Office des routes, à l'OVD, pour terminer les travaux qu'ils étaient en train de faire. Le patron du budget, l'argentier national, les responsables des entreprises publiques telles que l'OVD, l'Office de route et le FONER ont chacun, en ce qui le concerne, reçu des instructions du chef du gouvernement pour maintenir un bon rythme sur les chantiers. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentil Bilambaka, a visité le mercredi 11 septembre 2019 l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa. Question de s'enquérir de l'évolution des travaux de réhabilitation effectués par l'Office des voiries et drainage OVD et la société Safrimex. En effet, l'avenue Luambo Makiadi, qui était yappée dans un état déplorable, parsemé des nids de poules et autres bourbiers, a revêtu sa plus belle robe. Une véritable transformation qui ne laisse pas indifférent les Quinoises et Quinois. Au cours de cette visite faite à pied sur une distance de 3 km, le gouverneur Gentil Bilambaka s'est fait une idée précise des travaux réalisés avant de faire quelques recommandations, notamment la construction des caniveaux à certaines hauteurs de cette route de grande importance. Ceci pour permettre l'évacuation des eaux de pluie. Aux vendeurs, l'autorité n'a pas manqué de sensibiliser selon la vision de Kinshasa Bompeto. En ce qui concerne les travaux, ils sont très bien réalisés. La route a été réhabilitée donc de fond en comble en partant donc
de l'avenue Sendoué jusqu'ici sur le boulevard du 30 juin, on n'a vu aucun trou, pas de nid de poules, du tout. C'est-à-dire que les travaux ont été très bien faits. La visite a commencé à l'intersection des avenues Sendoué et l'ex-Bokassa et s'est poursuivie jusqu'au niveau du boulevard du 30 juin. Il est arrivé à Kinshasa par le beach Ngobila. Sur le débarcadère, le directeur de cabinet au ministre des Finances, Vincent Gonga. Première visite au Congo, première rencontre avec le ministre des Finances, Seleya Lagouli, avant la séance de travail élargie aux deux parties. Une visite qui intervient au moment où l'institution de Bretton Woods entame des consultations avec les autorités congolaises pour les 3 prochaines années. Je suis venu à Kinshasa dans le cadre des consultations avec les autorités pour pouvoir recueillir leurs avis et leurs orientations sur le travail que je fais à la Banque mondiale. C'est très important de venir sur le terrain pour toucher du doigt les réalités et, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir les orientations des autorités. Et ce matin, ce que nous avons fait avec le ministre des Finances, c'était de passer un peu en revue le portefeuille et la coopération avec le groupe de la Banque mondiale. La Banque mondiale est un partenaire important de la RDC. Le groupe de la Banque mondiale appuie énormément la République démocratique du Congo. Il a dit la banque appuie des projets ici à concurrence d'un peu plus de 3,7 milliards de dollars américains. Donc elle était tout à fait nécessaire, surtout que la banque est en train de définir les cadres de coopération pour les 3 prochaines années. Donc il fallait tout à fait que nous puissions échanger sur ce qui est en cours en termes de projet et comment nous pouvons envisager cette coopération dans les années à venir conformément aux priorités du chef de l'État. La visite en RDC de l'administrateur de la Banque mondiale court jusque ce week-end. Il s'entretiendra avec les plus hautes autorités du pays. C'est une délégation de la Banque mondiale conduite par son directeur régional Afrique en charge du développement humain qui a échangé avec le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Willima. Amidar, qui a félicité le ministre d'État pour sa nomination au sein du gouvernement Ilunkamba, est venu réaffirmer le soutien de son institution au secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. Ils attendent appuyer la vision du président de la République sur la gratuité de l'éducation des bases. Nous avons discuté de sa vision du secteur et surtout des ambitions et de la vision du chef de l'État et comment le concrétiser. Nous sommes là aussi pour réitérer le fait que la Banque mondiale est un partenaire et va continuer à accompagner le secteur dans la mise en œuvre de la réforme et de la vision du chef de l'État, en particulier sur la gratuité de l'éducation. Sur la question de la gratuité, précisément, le directeur régional Afrique en charge du développement humain promet de travailler avec les experts du ministère de l'EPST pour un meilleur accompagnement de cette réforme. Le ministre d'État, Willy Bakonga Willima, a salué l'apport de la Banque mondiale dans le secteur de l'éducation. Un apport qui s'est traduit par le nombreux projets financés par cette institution de Bretton Woods dans ces secteurs, dont les projets d'amélioration de la qualité de l'éducation et les projets d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. Alors que la gratuité de l'enseignement de base est effective, certains établissements de la capitale accueillent les élèves dans les salles de classe sans toiture ni banc pupitre, comme dans cette école de la commune de Kisenso. Saisie de la situation, la première dame de la République, Denise Niakerochi-Sekedi, accompagnée du vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Didier Bidimbu, a bravé les routes serpentées de cette commune aux multiples collines pour palper cette triste réalité qui ne favorise pas l'égalité des chances entre les classes sociales. Une fois sur place, l'épouse du chef de l'État se rend compte de l'état critique de l'épée-10 Kisenso, menacée par plusieurs têtes d'érosion. Nous avons une seule difficulté ici, c'est souvent les érosions, ce qui fait que les parents, avec ça, ne nous donnent plus confiance, ils les retirent leurs enfants. Alors l'arrivée de la maman première dame nous encourage et nous lui remercions sincèrement.
Au nom de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, l'épouse du chef de l'État a remis des kits scolaires pour soutenir ses élèves, une manière pour la fondation d'assurer le prolongement de la gratuité de l'enseignement. Lorsqu'on donne un sac à un enfant, on lui donne des cahiers pour la scolarité, on a déjà résolu un grand problème. Et nous disons grand merci à la première dame qui a su penser en tant que mère à ses enfants abandonnés. Et nous savons que maintenant, ils ne sont plus abandonnés. Grâce au plaidoyer de la première dame, l'épée d'Iskisenso sera complètement réhabilitée dans les jours à venir. Un soutien important, rassure le vice-ministre. On a voulu assister à ça et à voir aussi sur le terrain comment les choses se passent par rapport à ce que nous devons faire pendant tout notre mandat pour que nous puissions palper la réalité et que nous sachions prendre les dispositions qu'il faut par rapport à l'enseignement de base, qui est le base de toute nation. Nous avons besoin des appuis de tout le monde et comme la distinguée première dame, elle est motivée à le faire, donc je crois que d'office nous sommes partenaires. Avant de quitter ce site, la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, a reçu quelques doléances des habitants de ce coin de la capitale et promet de demeurer le porte-voix des sans-voix. Donc c'est un grand jour pour la Fondation Konrad Adenauer en République démocratique du Congo parce que aujourd'hui on a lancé nos bourses sur place, c'est-à-dire ce sont des bourses avec lesquelles on veut encourager les meilleurs jeunes Congolais et Congolaises de différentes spécialités. Ce sont des petites bourses mensuelles pour les étudiants qui vont vers la licence. Et on va aussi offrir des bourses pour la formation continue. Et avec cela, on veut encourager les jeunes Congolais et Congolaises qui font preuve des prestations excellentes dans la vie académique, sociale et aussi politique. Nous voulons inviter les jeunes Congolais et Congolaises qui font preuve d'excellence dans leurs différentes filières. C'est-à-dire, si vous faites la Sciences Po, et vous avez un pourcentage dans votre dans votre graduat assez élevé et vous faites aussi preuve de prestations dans la vie sociale si vous vous engagez dans la vie sociale. Donc vous pouvez postuler pour ce type de bourse et pour nous c'est une reconnaissance de votre engagement pour ce pays, pour votre pays. Je pense au fur et à mesure, on va sélectionner probablement une dizaine. C'est petit, mais c'est un grand pas pour la Fondation, pour notre bureau en RDC. Dans sa mission particulière d'évaluer le volume de réserves de matières premières importantes, stratégiques dans les matières minérales, le panel d'experts des Nations Unies a échangé ce mercredi 11 septembre avec le directeur général du CEC, Maître Pascal Nyembo Muyumba. Au centre des discussions, la gestion des ressources naturelles et l'exploitation minière au Congo. Nelson Alusala, expert en ressources naturelles, membre de la délégation des experts, salue la coopération entre les Nations Unies et la RDC. De la gestion des ressources naturelles au Congo, en concernant le mandat que le groupe d'experts vient de prendre et puis nous sommes descendus au terrain pour le moment, en commençant avec Kinshasa pour passer notre salutation au chef et aussi pour féliciter la coopération que nous avons entre les Nations Unies, quelques groupes d'experts avec les autorités congolaises. Occasion pour lui de préciser la mission des experts des Nations Unies en RDC. Analyser l'exploitation illégale des ressources naturelles sur le terrain et puis faire des rapports qui sont toujours soumis devant les Nations Unies pour que les Nations Unies prennent les décisions nécessaires. On coopérera avec le gouvernement congolais. Le rapport de ce panel est censé orienter la programmation d'une meilleure gestion des substances minérales précieuses. Pas de temps à perdre pour la patronne de l'emploi, travail et prévoyance sociale, honorable Néné Ilunga Nkoulou. Ce jeudi 12 septembre 2019, Madame la ministre a ouvert les travaux de la Commission nationale des emplois des étrangers.
Près d'une heure d'évaluation et examen de 185 dossiers, Néné Ilunga Nkoulou s'est imprégné des dossiers sensibles. Un état des lieux sans complaisance a été fait. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a invité le membre de cette commission à travailler avec assiduité et abnégation en plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Les deux objectifs de notre commission étant statuer sur la demande d'engagement et sur le renouvellement des cartes de travail pour étrangers, premièrement. Et deuxièmement, conseiller le ministre sur les mesures susceptibles d'améliorer la législation protégeant la main-d'œuvre nationale contre la concurrence étrangère. Bien avant, la secrétaire générale au travail a présenté un aperçu de cette commission instituée par la loi dans un seul but, de protéger le membre qui se plaigne d'être maltraité par les étrangers. Pour avoir une idée claire et précise de la lourde charge lui confiée au sein du premier gouvernement de l'alternance politique, le ministre d'État des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, entreprend des visites d'inspection au sein des différents services sous sa tutelle en compagnie du vice-ministre des hydrocarbures, Moussa Mondo. C'est ce qui justifie sa descente au secrétariat général aux hydrocarbures où il a été reçu par le secrétaire général en présence des agents et cadres et la délégation syndicale qui a saisi cette opportunité pour présenter leurs desiderata sous forme d'un cahier de charges. Le ministre d'État des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a prêté une oreille attentive à ses interlocuteurs et tient à tout prix que les hydrocarbures contribuent au budget de l'État en vue de répondre aux aspirations du peuple, traduit dans le slogan « Le peuple d'abord ». Si j'ai été désigné par les chefs de l'État et confirmé par le Premier ministre, c'est parce que c'est un ministère sur lequel le président de la République, il a déjà fondé son espoir que par les hydrocarbures, nous serons en mesure de contribuer efficacement dans le budget. Le ministre d'État des hydrocarbures a visité de fond en comble les différents services et bureaux de l'administration du secrétariat général aux hydrocarbures, socle et poumon du développement durable de son ministère. Du secrétariat général, en passant par les services nationaux de l'élevage, jusqu'au laboratoire vétérinaire central, comme lors de son passage au Parlement où il est resté proche de la population, désormais dans l'exécutif national, Jonathan Bialousoukawata, ministre de la Pêche et l'Élevage, veut être le plus proche possible de l'administration pour savoir où toucher exactement et apporter des solutions. À chaque étape, le constat est désolant. La vétusté des infrastructures ou carrément l'inexistence de celles-ci. Certaines directions avec une centaine d'agents sont obligées de se confiner dans des locaux étroits. Très bien accueilli et représentant désormais un espoir pour son secteur, Jonathan Bialousoukawata a tenu une réunion le lendemain de cette descente dans son cabinet de travail avec tous les services sous sa tutelle. Le nouveau ministre de la Pêche et l'Élevage ne ménagera aucun effort pour que ce ministère devienne une référence dans les efforts communs pour l'autosuffisance alimentaire. Un message d'un travail. D'abord, un travail à celui qui doit aboutir à un travail, à un résultat qui aura aussi de l'impact sur la vie de nos populations, mais issues du secteur de la pêche et l'élevage. La nouvelle équipe dirigeante aux ressources hydrauliques et électricité vise à soutenir la stratégie gouvernementale qui met à l'avant-plan le social en faisant de la desserte en eau et en électricité une des priorités. Question de répondre à la vision du chef de l'État. Le forum sur l'électricité tenu récemment l'illustre bien. Le ministre d'État Eustache Mouhanzi Mumbembe, accompagné de son vice Papi Pungulamba, en présence du directeur de cabinet, a dégagé au cours de ce premier contact avec son personnel les actions prioritaires de son secteur en s'appuyant sur les recommandations du Premier ministre Sylvestre Ilunga. L'élaboration d'un nouveau budget relatif à son secteur s'avère indispensable. Le patron des ressources hydrauliques a réitéré son implication pour l'accès
l'accélération du dossier. Et pour réussir son mandat, il a appelé ses collaborateurs au strict respect du travail en mettant de côté les appartenances politiques. Et ce, pour l'intérêt de la nation. Message capté 5 sur 5 par les agents qui, par le biais du conseiller administratif, ont salué cette marque de confiance. Ils s'engagent ainsi à accompagner leurs autorités pour atteindre leur mission. En plus de 5000 poussins, ce jeudi 12 septembre, le vice-gouverneur de la province du Kassai oriental, Jeannette Lunga Moussouamba, a reçu 12 000 autres poussins pour la ferme d'Aïpen de Lukelenge. À ce jour, soit 17 000 poussins de chair sont dans cette ferme. Un appui du Fonds de promotion de l'industrie qui s'inscrit dans la droite ligne du programme d'urgence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le directeur adjoint aux études du Fonds de promotion de l'industrie, François Pouila, qui les a livrés. Lorsque nous allons aborder la deuxième phase de ce projet, il y aura beaucoup d'emplois. Nous allons voir quelles sont les activités prioritaires qui vont être lancées. Que ce projet est fait, c'est pour résoudre les problèmes de la main-d'œuvre, mais aussi les problèmes de la sécurité alimentaire. Le poussin grandit normalement, car le taux de mortalité est de 1%. Pendant ce temps, pour les poussins de chair, certains sont déjà comestibles. Cette ferme de Lukelenge se propose être l'un des pôles d'approvisionnement en aliments de qualité au meilleur prix, avec comme projection 72 000 kilos de viande lente et 2 500 000 œufs et 200 emplois engendrés. Le président de la République a pensé. Il a fait la même chose de ce qu'il a fait à Kin. Aujourd'hui, Daipen Mbujima est en train de revêtir la belle robe. Bientôt, nous serons comme ceux de Kinshasa. Il y aura à manger, il y aura la viande, il y aura des œufs. Plus question d'aller importer, aller jeter les devises à l'étranger. Disons merci à notre président pour avoir pensé à nous et tout va aller de l'avant avec FPI aussi qui est à côté. Le projet de réhabilitation et rénovation piloté par le groupe LR est un processus continuel. Le Fonds de promotion de l'industrie appuie ce projet à hauteur de 5 025 000 $. Ce deuxième lot constitue un point d'ancrage pour la population du Kassai oriental pour se procurer un produit avicole. Le besoin s'élève à 800 000 tonnes, mais la production n'est que de 200 000. Le Haut-Katanga consomme plus de maïs qu'il n'en produit et la province est obligée d'importer pour boucher ce gap. C'est donc pour mettre un terme à cette dichotomie que le gouverneur de province a initié cette table ronde sur l'agriculture qui a pour thème l'autosuffisance alimentaire du Haut-Katanga, indépendance en maïs. Jacques Yaboulakato a fait appel à tous les Haut-Katangais pour réfléchir sur cette question. Politiques, scientifiques, fermiers, petits planteurs, chercheurs et consommateurs vont tous pendant 3 jours tenter de produire un plan stratégique de l'augmentation de la production du maïs, aliment de base des Haut-Katangais. C'est ce résultat que l'autorité provinciale a dit attendre à l'issue de ces assises. Mon souhait le plus cher est qu'à l'issue de ces 3 jours de réflexion, nous puissions dégager ensemble des pistes couplées aux actions concrètes afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, particulièrement en produits de base. Le ministre provincial de l'Agriculture, Thierry Magoma, a parlé pour sa part de l'argumentaire et des objectifs de la table ronde. Les participants vont éclater en atelier sur l'autosuffisance alimentaire du Haut-Katanga, l'apport du secteur minier à la production du maïs, l'expérience des villages agricoles et la place de la société dans l'encadrement de la production du maïs. Avec ces assises, Jacques Yaboulakatoué veut une fois pour toutes en finir avec la dépendance alimentaire du Haut-Katanga qui doit désormais s'autosuffire et ainsi préserver ses devises à investir dans d'autres secteurs productifs localement. Les membres du syndicat des Kinoises et Kinois réunis au sein de l'association Banakin se sont réunis le mardi 9 septembre 2019 dernier dans la commune de la Gombe. Un seul point à l'ordre du jour, à savoir la suspension de l'ancien président de cette ASBL. Ces membres veulent réorganiser leur structure avec un président entouré de membres dynamiques capables d'évoluer à travers tous les niveaux de la vie sociale. Tout Quinois qui remplit les conditions, la porte est ouverte, grandement ouverte pour les élections. Nous voulons, dans 3 mois, réellement, que nous soyons sur le terrain. On veut maintenant remettre la place de Banakin à la place qu'ils avaient avant, qu'ils avaient occupée avant. Je pense que si vous êtes des anciens de la ville de Kinshasa, on avait bousculé plusieurs gouverneurs de la ville. Et puis il y a eu des effets. Donc on est là pour faire quelque chose de bien pour Banakin. Banakin, c'est apolitique. C'est un devoir de Banakin de défendre les intérêts de Kinshasa.
ce qui justifie la tenue de ces conseils extraordinaires afin de statuer ces cas. Une disparition brutale qui a arraché un patriote engagé de l'affection de ses semblables. Jean-Pierre Lushimanjate, une mémoire saluée pas seulement par sa famille professionnelle qui est la radio-télévision nationale congolaise, mais aussi de nombreux anonymes. Les comités de gestion de la RTNC, dont les présidents du conseil d'administration, Zéphirin Mamoko Mukwampoul, le directeur général Ernest Kabila Ilunga et son adjoint Freddy Moulumba, a rendu hommage à cet homme des médias au nom du personnel. Au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, l'essence patriotique de ces chevaliers de la plume a été mise en exergue. Le secrétaire permanent de ces partis, Emmanuel Ramazani Chadari, accompagné des hauts cadres de ces partis, s'est incliné devant la mémoire de ces défenseurs de la patrie face à l'impérialisme. Plusieurs personnalités du monde politique ont également rendu hommage à Jean-Pierre Lushimanjate pour illustrer la dimension nationale de sa personne. Les coordonnateurs du Front commun pour le Congo, Némi Mwilania Wilonja, l'ancien directeur des cabinets adjoints du président honoraire Joseph Kabila Kabange, Jean-Pierre Kambila, les députés nationaux Lambert Mende Omalanga, bref, des personnalités de la lignée des nationalistes de toutes tendances ont répondu présent. Au nombre des témoignages sur l'illustre disparu, figure celui du président de la plateforme Congo Histoire, Didier Kingimba, qui reconnaît en ses journalistes, poètes, dramaturges, parfois des qualités entre autres, son rôle joué pour contrer les plans machiavéliques de l'impérialisme contre la République démocratique du Congo. Ne dit-on pas que meilleur est l'homme, moins il craint la mort et que c'est l'ombre de la mort qui donne son relief à la vie. Jean-Pierre Lushimanjate demeure à travers sa pensée.